Dans un monde où les rôles de genre sont complètement inversés, ce tardigrade maigre et pathétique surnommé Yuki a perfectionné ses compétences de femme de maison, ou dans ce cas, homme de maison espérant se marier avec une femme gagnant 6 chiffres. Cependant, sa vie prend une tournure inattendue lorsqu'il est téléporté dans le monde inversé et doit être sauvé par une dami-mami qui cherche juste son prochain twink. Tout commence à l'école secondaire Kaminoge où notre futur marié, Yuki, utilise habilement ses compétences de nettoyage tandis que ses amis restent des PNJ inutiles en arrière-plan. Une fois le travail terminé, Yuki observe toutes les étudiantes arriver. Les filles peuvent prendre leur temps car leur système de pouvoir est sexiste et seules les femmes sont dotées de capacités uniques provenant de pêche. Donc les garçons sont coincés en embrassant des pêches tandis que les filles profitent de la vie avec des cadeaux gratuits. Attends, notre monde n'est peut-être pas si différent. De toute façon, c'est sa sœur qui a poussé Yuki à être si douée en ménage. Maintenant qu'elle est décédée, Yuki honorerait son esprit en vaporisant chaque tache et bouton déchiré qu'il rencontre. Malheureusement, couser des boutons ne paie pas les factures et Yuki devra trouver un emploi. En rentrant d'un entretien d'embauche, il réfléchit à sa petite existence, se demandant s'il pourrait faire la moindre différence dans le monde. Soudainement, il est entraîné dans le royaume des ombres. Putain, je déteste quand ça arrive. Apparemment, la version diluée du monde inversé s'appelle Mato. Et si vous êtes tiré ici pour une raison quelconque, c'est appelé Dieu a abandonné cet endroit ou Mato de maladresse pour les intimes. Il trouve encore du service ici et peut chercher sur Google ce qu'il doit faire ensuite. Selon les guides, Mato de maladresse, son prochain pas est de s'allonger et de mourir. Oh, et juste à temps pour accomplir cette prophétie, plusieurs monstres CG mal fichus nommés Shuki l'encerclent contre un précipice. Mais juste avant que Yuki ne devienne une autre statistique, une femme mystérieuse montée sur l'une des créatures émerge. Elle les découpe une après l'autre tandis que son animal de compagnie fait un basculement parmi d'autres Shuki. Après avoir tué quelques-uns, elle révèle son identité en tant que commandante Kyoka du 7e escadron et son style de combat élégant aide Yuki à se connecter avec son côté masculin. Kyoka poursuit ensuite en enlevant un Shuki au hasard et en faisant monter Yuki pour le transporter en sécurité. Pendant qu'il s'enfuit, nous sommes introduits aux autres membres de l'escadre 7e de la défense contre les démons. La fille aux cheveux roses, Nei, a reçu des hacks de mur directs, Chouchou peut changer la taille de ses seins à volonté et Hamari est américaine. C'est l'escadre 7e de la défense contre les démons et les hormones de Yuki ne savent pas quoi faire. Kyoka s'échappe du groupe tout en les écrasant tandis que le reste de l'escadre abat et écrase les Shuki restants. Une fois la zone dégagée, les filles retrouvent et sauvent l'un des enfants qui était près de Yuki lorsque le Mato a eu lieu. Alors qu'elles rentrent, dans se souciant de ne pas avoir vu Kyoka en action, le jeune garçon se réveille pour leur dire que sa sœur est toujours disparue. Juste à temps pour que Kyoka et Yuki tombent sur elle avant qu'elle ne devienne un déjeuner Shuki. Kyoka court immédiatement pour la sauver et son pauvre esclave se fait encore une fois écrabouiller. Seule, Kyoka se bat avec le Shuki mais elle perd de vue l'enfant qu'elle vient sauver. Heureusement, Yuki intervient pour la défendre pendant que Kyoka tue le monstre. Kyoka avoue qu'elle n'est pas faite pour ce genre de saut et crée une barrière protectrice. Ce ne sera pas durable mais cela lui donne suffisamment de temps pour avoir une conversation intérieure sur son désir de devenir la suprême commandante de la DDF malgré sa capacité presque inutile. Peut-être qu'elle ne sera pas aussi inutile si elle l'utilise sur un masochiste. Alors elle s'approche de Yuki et dit « Hey, j'aime la manière dont tu n'es pas une vraie salope. Tu veux faire une vidéo pour mon OnlyFans ?» Yuki dit « Putain, pourquoi pas ?» Et avec un seul toucher féminin, ce dernier voit son testostérone entrer en pleine ébullition. Yuki commence à frapper et à couper les Shuki comme s'il avait boxé toute sa vie. Kyoka est particulièrement surprise car elle pensait que tous les hommes étaient inutiles. Les autres filles arrivent juste à temps pour voir ce que peut faire un homme lorsqu'il est légèrement aimé. Elles réunissent les frères et sœurs, mais juste alors que les monstres vaincus se mélangent pour former un Shuki géant, le duo maître-esclave leur dit de partir en sécurité avant de s'attaquer à lui. Ce n'est pas vraiment important puisque Yuki se faufile sous le monstre CG. Lorsque la poussière s'est enfin évanouie, Kyoka mystérieusement dit aux filles de continuer sans eux. Elle a besoin de parler à cet homme. Après qu'elles aient quitté, Kyoka dit essentiellement « Je t'aime et je veux toi » et offre à Yuki un poste de serviteur permanent. Yuki, étant aussi vanilla qu'il est, hésite à répondre jusqu'à ce que Kyoka révèle le coût de sa capacité. Apparemment, après avoir transformé son serviteur, elle doit le récompenser pour son travail. Oui, ce n'est certainement pas une fantasme auto-injectée. Dans le cas des monstres, elle devait simplement leur donner de la viande. Dans le cas de Yuki, oh mon dieu, elle pourrait bien le faire. Même si ni l'un ni l'autre ne veulent le faire, le corps de Kyoka bouge de lui-même, donc il pourrait autant profiter de l'échange de salive. Après que Yuki a goûté à la viande de Kyoka, elle explique à Yuki que son objectif est de devenir la suprême commandante et d'éliminer tous les Shuki de ce monde. Elle réitère son offre à Yuki de travailler comme son serviteur permanent. Yuki, dans sa clarté post-coïtale, lui dit qu'il n'est pas très fort, pas très intelligent ou bon à rien, mais qu'avec une serpillière, il trouvera un moyen de rendre même le plafond impeccable. Eh bien, c'est la seule qualité que Kyoka veut chez un homme, donc c'est réglé.
Plus tard, les deux arrivent au dortoir des forces de défense contre les démons construits à l'intérieur de Mato et entourés d'un puissant bouclier qui bloque les monstres. Alors que Yuki espère devenir membre de leur équipe, il est présenté comme leur nouvelle mère de dortoir. À sa grande surprise, Kyoka explique qu'il sera son serviteur uniquement lors des combats et qu'il agira comme gardien du dortoir à d'autres moments. Malgré les ordres donnés par les personnages colorés de chaque membre, il est accueilli par l'équipe qui commence son voyage vers devenir un héros. Ce garçon a commencé rapidement. Si seulement tout le monde avait la moitié de l'attitude de Yuki, je n'aurais pas à chercher de nouveaux colocataires chaque année. Yuki est presque attaqué par un Shuki alors que Nei explique qu'ils sont dans la zone Urakimon qui est envahie de Shuki. Elle explique ensuite que Mato ressemble à l'envers du monde de Tokyo et est divisé en 8 sections, chacune ayant une force de démon séparée. Nei suggère de laisser ce Shuki à lui-même, mais Amari a une meilleure idée, mitraillette, et elle le bombardera aussi s'il continue à traîner. Cependant, Yuki ne va pas accepter cela car il marche littéralement sur ses efforts, mais cela le pousse encore plus loin dans les bras de Amari qui lui rappelle qu'il devrait être reconnaissant pour la position qu'on lui offre. Puis elle et Nei s'en vont laisser Yuki à son travail. Plus tard, Yuki est en train de faire du sport et de cuisiner pour les filles et elle loue son talent culinaire. Il apprécie vraiment cela jusqu'à ce que son testostérone reprenne le dessus et qu'il ait une crise existentielle en se sentant réduit à un serviteur. Quand il en parle à Kyoka, Amari menace de lui trancher la gorge pour avoir osé remettre en question sa reine. Kyoka admet néanmoins que les filles peuvent se sentir mal à l'aise avec un homme vivant dans un dortoir, mais préfère le premier homme qu'elle pourrait aimer qui pourrait durer plus d'une semaine. S'il se met en travers de son chemin, elle le rendra femme. La nuit, Yuki est retenu dans la tour de garde quand il est surpris par Chouchou. La tour de garde est juste au-dessus de la salle de bain communautaire et maintenant Chouchou a des preuves compromettantes contre lui. Yuki est extorqué pour nettoyer sa chambre sale de gobelin quand elle le provoque pour une autre photo compromettante. Chouchou dit que ce n'est vraiment rien personnel tout en continuant à construire son dossier sur lui. Yuki prie Dieu que même si Kyoka voit ces photos, elle ne fasse rien de trop fouillé. Mais cette espérance disparaît quand il voit cette femme gorille effectuer un combo de 30 pièces Tyson sur un démon aléatoire. Alors que Nei arrive pour lui annoncer qu'elle, Kyoka et Amari partiront pour une réunion, laissant Yuki seul avec Chouchou, et avec Chouchou faisant un sourire innocent, il est clair que Yuki n'a rien à craindre. Oh oui, rien à craindre. Malgré son désir masculin de défier d'être un serviteur glorifié, ses autres désirs masculins le maintiennent là où il est. Chouchou mentionne qu'elle est seule la cadette de sa famille et qu'elle a été à une école pour filles. Elle n'a jamais interagi avec un garçon avant, mais elle savait que Yuki serait amusant à tourmenter. En fait, elle est venue à Mato pour avoir du fun en écrabouillant les Shuki comme des cafards. Après le massage, elle défie Yuki à un jeu de Street Fighter avec le perdant devant se déshabiller d'un vêtement à chaque tour. Yuki prévient qu'il est assez bon aux jeux vidéo, mais cela ne fait que pousser Chouchou à jouer encore plus. Comme elle insiste tant, Yuki bloque pour lui donner une leçon de sa vie. Il ne l'a pas fait. Chouchou a fait tomber ce mec jusqu'à ses sous-vêtements. Il est tellement effrayé qu'il n'est même plus excité, et maintenant, la seule chose qui protège sa virginité est un morceau de tissu. Dans un effort audacieux pour éviter que Chouchou voie son pénis flasque, il essaie de la prévenir des dangers de se déshabiller un homme entièrement nu. Qui sait quelle pensée malveillante pourrait traverser l'esprit d'un homme? Chouchou rit et lui rappelle qu'elle n'est pas celle qui est en danger ici. Mais rappelez-vous les enfants, c'est seulement de l'agression si les genres sont inversés. Pour épargner davantage d'humiliation, un grand Shuki attaque le dortoir. Chouchou facilement le défait avec sa capacité, mais est prise au dépourvu par un deuxième. Après avoir épuisé trop d'énergie, elle est submergée par le monstre. Yuki, observant depuis une distance, doit faire quelque chose. En utilisant la logique de lécher quelque chose qui appartient à Kyoka, il donne libre cours à sa dépravation pour se transformer. Même s'il est seulement moitié transformé, il réussit quand même à tuer le Shuki d'un coup. C'est du travail quotidien. Et hey, un coussin gratuit, elle n'est pas du tout gênée et lui remercie pour avoir sauvé sa vie, et il se trouve que Yuki n'est pas une douche mais un croque-moule. Maintenant, elle est impressionnée. Plus tard, Yuki et Chouchou reçoivent une bonne correction de Kyoka pour leur comportement. Après qu'ils soient laissés seuls, Chouchou révèle qu'elle a obtenu encore plus de preuves. Yuki doit vraiment s'en occuper, mais peut-être qu'il ne le devra pas parce qu'étonnamment, Chouchou aime Yuki et veut qu'il soit à elle. Les filles ont du chantage Riz. Ailleurs, 3 soldats de la DDF combattent 2 Shuki anormaux qui les exécutent tous. Le grand Shuki est contrôlé par une fille sinistre qui peut sentir la présence de Yuki dans Mato. Elle veut vraiment aller le voir. Malheureusement pour elle, lui et Kyoka sont partis et sont revenus dans le monde réel. Kyoka emmène Yuki à un cimetière pour honorer les dizaines de victimes d'un accident Mato il y a de nombreuses années. Kyoka est né juste à temps pour être traumatisé par un Shuki ressemblant à un scarabée.
Depuis ce jour, elle jure de piquer le bout aiguille de sa colère dans sa tête lorsqu'elle le verra à nouveau. Donc il est impératif que Yuki se concentre lorsqu'il reviendra. Avant de rentrer, Yuki propose qu'il cache un café prêt, bien qu'elle lui ait juste dit qu'elle était sur un mode vengeance. Malgré cela, Yuki parvient à convaincre la femme Sigma qu'ils doivent essayer leur parfait. À l'intérieur, Yuki explique qu'il a perdu sa sœur dans un incident similaire, ce qui lui permet de partager sa compréhension. Cependant, se précipiter pour sa vengeance pourrait la rendre trop épuisée pour saisir l'opportunité lorsqu'elle se présentera. Elle est impressionnée qu'un dégénéré puisse réellement cracher des barres de feu, mais avant qu'ils puissent discuter davantage, ils reçoivent un appel d'urgence du dortoir, ce qui pousse Kyoka à transformer Yuki pour qu'il puisse y retourner plus rapidement. Ils arrivent en temps et en récompense, Yuki doit faire face au fait qu'il pourrait avoir un pied fétichisme. Après cela, toute l'escadre se rassemble pour discuter d'une formation de cratères avec des milliers de Shuki autour, et ils voient cela comme une victoire absolue, sans discussion, coordination ou plan. Ils sortent donc simplement vers la meute comme si c'était du contrôle de nuisibles. Vous savez quoi? Je reprends ce que je viens de dire. Le contrôle de nuisibles a des plans de contingence meilleurs que celui-ci. Ils sont simplement arrivés et ont commencé à arroser jusqu'à ce que Chouchou soit touché par une salve de canon de cuisine. Et quelle coïncidence, la licorne que Kyoka parlait décide de se pointer aujourd'hui. La seule vue de ce combat de créatures donne à Kyoka des flashbacks de PTSD. Sur le coup, elle est pilotée par la femme mystérieuse qui cherchait Yuki. Avant qu'il puisse comprendre ce qui se passe, elle tire une autre version stéroïdienne de la lumière de Madara qui élimine Amar. La fille n'a même pas été sur l'écran pendant 10 secondes et a touché 2 corps. Apparemment, elle cherche son petit frère et espérons qu'elle ne le trouve pas parce qu'elle a commencé à babiller comme si elle voulait plus qu'un rapport fratrique. Avant qu'elle puisse révéler son nom, un Shuki titanesque l'interrupteur et elle écrase littéralement le sperme de celui-ci. Tandis qu'elle nourrit les restes à la licorne, Kyoka se rend compte qu'elle contrôle la licorne et attaque parce qu'évidemment, Kyoka pense toujours que c'est un combat égal. Durant leur lutte, il est très évident que Yuki et la femme mystérieuse se sentent toutes les deux que quelque chose cloche chez l'autre. Mais après une autre interruption, la bimbo décide qu'elle n'a plus affaire à ça et s'en va. La tentative de ces deux-là de s'enfuir frappe un nerf chez Kyoka et comme toute bonne capitaine, elle commence à ajuster. Elle ordonne à Yuki de poursuivre comme dans un Battle Royale Fortnite, mais contrairement à elle, Yuki sait qu'il faut d'abord augmenter son équipe avant de poursuivre l'ennemi. Heureusement, cela suffit à la sortir de sa crise et le groupe parvient à s'échapper du cratère. Tandis que Chouchou et Amari reposent dans l'hôpital, Kyoka est obligé de faire des concoctions avec Yuki, ce qui pose sérieusement en question si ce type n'a pas menti lorsqu'il a dit qu'il n'était pas intéressé par le maître serviteur. Néanmoins, le problème plus urgent est que Kyoka n'a jamais vu de Shuki qui peut parler. Yuki a une intuition que c'est sa sœur qui est partie dans un accident matos, surtout parce qu'elle ressemble beaucoup à elle, mais Kyoka les court. Il se trouve que notre femme mystérieuse n'est pas si mystérieuse parce qu'il avait raison. Son nom est révélé être Aobo et elle est confiante que le serviteur qu'elle a vu était Yuki. Pas seulement cela, mais il y a 2 autres Shuki comme elle. Coco, une fille qui semble pouvoir guérir les blessures en léchant, et Naon, je sens qu'elle va être follement forte. Pendant ce temps, Yuki est de nouveau surpris dans la salle de bain, mais cette fois-ci, il réussit à courir avant de se faire attraper. Bravo pour l'effort, c'est une scène époustouflante, tout le monde est un piège. Juste avant que Amari ne coupe le bois de Yuki avec ses pouvoirs de générateur Rex, 2 membres de la 6e escadre arrivent au dortoir. Elle se présente comme la commandante Tenka et son second Yashiho, et dès le début, il est évident que Amari et Yashiho ont des problèmes. Maintenant, durant une théière non amicale, Tenka mentionne qu'elle a reçu un mémo du suprême commandant concernant les Shuki humanoïdes. Généralement, leurs escadres opèrent indépendamment, mais à l'avenir, il y aura plus de collaboration. Yato soulève le fait que Amari est passé évanoui lors de son dernier combat et moque sa honte de porter le nom de la famille Yazuma. Ignorant la raillerie lancée dans la pièce, Tenka et Kyoka continuent leur conversation civile. Et puisque personne ne surveille la bête, elle continue à parler de sa gorge, ce qui la rend malade et déformée comparée à sa sœur. Ça arrive à un point où Kyoka dit juste « Yo bro, qu'est-ce qui se passe? On essaie de boxer ça !» Donc c'est ce qu'ils vont faire. Sous forme de combat d'exhibition, Omari aura enfin l'occasion de donner un coup de poing dans la bouche de sa sœur et Yuki finit par être entraîné dans son drame familial. Il se trouve que l'aptitude d'Omari n'est pas d'être une cyberpunk, mais d'apprendre et copier les aptitudes d'autrui. Elle a donc copié celle de Kyoka pour faire de Yuki son serviteur pour son prochain combat. Et Yuki pense que c'est cool, mais elle sait-elle vraiment ce que fait l'aptitude de Kyoka? Nous le découvrirons une fois qu'ils auront pris soin de ses Shuki. Yuki métamorphose et prend une forme entièrement nouvelle. Cette nouvelle transformation a concentré tous ses points sur la vitesse et l'agilité, et maintenant il peut jouer le rôle d'un Stardust Platinum. Amari dit que c'est parfait pour battre sa sœur, et maintenant c'est le moment de sa récompense. Et il se trouve que Amari ne savait pas du tout de l'aptitude de Kyoka.
Oui, cette expérience va être assez inconfortable pour le retour, mais pas avant qu'elle ne monte sur son visage. Oui, elle ne veut pas en parler, mais elle est toujours prête à utiliser cette capacité. Sa haine pour sa sœur est si profonde. Elle est prête à être mangée comme des courses si cela signifie que sa sœur ne pourra plus la taquiner comme elle le faisait quand elles étaient petites. Amari veut vraiment être une héroïne et Yuki réalise qu'elle est comme lui en réalité. Mais la seule façon pour elle de battre sa sœur est de trouver un plan solide. Donc, quelle est l'aptitude de sa sœur? Oh, juste le contrôle du temps, pas de gros deal. Et comment allait-il la contrebalancer? En frappant très vite? Eh bien, merde. Ça a fonctionné pour les Joestar, alors allons-y. Après plusieurs jours d'essais et d'erreurs de foreplay érotique et de nombreux coups de cuisse, le duo a finalement maîtrisé la technique qu'ils utiliseront pour devenir Yatuo. En canalisant l'énergie dans son corps, il pouvait accomplir de nouvelles prouesses. Non seulement il est devenu plus fort, mais son lien avec Amari s'est également renforcé. Et enfin, le jour du match d'exhibition arrive, et Tenka arrive avec Yatuo et une fille aux cheveux d'amandes pralinées. Yachiho et Amari ont leur petit face-à-face avant le match. Amari veut payer sa sœur pour les siècles de haine qu'elle lui a infligés. Yachiho est devenue sa plus grande fan parce qu'elle a prédaté son déclin depuis qu'elle est sortie du ventre de sa mère. Elle a fait ce sourire hideux si longtemps que son visage s'est figé. Les escadres de la DDF entrent dans un bouclier protecteur que seuls eux peuvent entrer. Enfin, le match entre Star Platinum et Zawato commence et Yuki ouvre avec un coup de poing violent. Elle survit à cela et parvient à réenregistrer le temps avant d'être frappée. Amari remarque que sa sœur semble un peu bizarre et change de tactique. La fille a été si frappée qu'elle va directement pour le Blinky. Merde, qui a besoin de formation quand on a sa propre baguette de confiance? Avant qu'elle puisse même tirer, Yuki la frappe de nouveau dans le ventre, obligeant Yatu à réenregistrer le temps à nouveau et à essayer de figer le temps lorsqu'il approche. Mais ils étaient 8 pas en avance sur sa prévisible dernière approche. Ils sont déjà sortis de la portée de son arme. Évidemment, son tir est si mauvais qu'il ne peut toucher une cible à plus de 5 mètres. L'ensemble du combat devient une course autour d'elle, comme Roadrunner, les deux côtés tentant de prédire ce que l'autre fera comme dans un jeu d'échecs statique. Pour mettre fin à cette partie en milieu de course, Yagio décide d'en sortir sa technique secrète. Pour battre Amari, elle doit utiliser une technique que seul un génie comme Gerd pourrait inventer. Au lieu de figer le temps pendant 5 secondes, elle le fait pendant 10. Sa intelligence connaît vraiment ses limites. Cette capacité de stoppage du temps lui donne suffisamment de temps pour remplir Amari et Yuki de plomb. Yogyo décide de prendre plus de temps pour se moquer que le vilain des Power Rangers. Au lieu de leur tirer une balle dans la tête, elle les regarde se motiver mutuellement jusqu'à ce qu'ils se relèvent. Oui, elle le mérite amplement. En ramenant Yuki à sa forme humaine, il crée un nuage de poussière qui obscurcit la vision de Yagyo, permettant à Amari de lui rendre l'appareil avec son propre Glock et Amari remporte la victoire. Absolument aucune surprise, même Tenka réprimande Yagyo pour ses innombrables erreurs durant ce match. Yuki retenait ses coups, sinon elle saurait ce que c'est d'être un donut Krispy Kreme. Pendant ce temps, Yuki est à 2 actions affirmées de glacer le donut d'Amari. Il passe tellement de temps à s'amuser que Chouchou ressent le besoin d'aller voir. Pour une raison quelconque, Kyoka ne l'arrête pas, la menant à tomber sur ce qui ne peut être décrit que comme une démonétisation. Eh bien, le prochain match oppose une Sahara narcoleptique à Chouchou qui est déterminé à impressionner Yuki pour rejoindre le harem. Chouchou dit au diable tous ses pouvoirs et conneries, battons-nous à main nue. Après quoi, elles échangent un total impressionnant de 2 coups avant que Sahara ne veuille utiliser ses pouvoirs. Tant pis pour ça, je suppose. Elles se transforment toutes les deux et Sahara s'avère être la princesse de tous les Saiyans. Son pouvoir, Magship, lui permet d'obtenir un boost Zenkai pour une durée prédéterminée allant jusqu'à 60 minutes. Plus le temps est court, plus elle devient forte, mais il y a une période de récupération de 3 minutes. Sahara choisit 3 minutes, et ce sera tout ce dont elle aura besoin si elle continue à démolir Chouchou comme ça. Chouchou se fait frapper si fort qu'elle a un flashback qui n'est même pas lié au match. On apprend que Chouchou n'a jamais été intéressée par les garçons avant d'en rencontrer un. Maintenant, elle est folle de lui et veut l'impressionner. Et quelle meilleure façon de le faire qu'en devenant encore plus grande. Chouchou se jette directement sur elle, l'attrape et la projette violemment sur le trottoir. Jésus-Christ, on est juste là pour se traumatiser mutuellement, n'est-ce pas? Sahara semble Kyo, mais notre arbitre de merde a compté si tard que son pouvoir l'a mené à la victoire en somnambule. Apparemment, Mad Chief reste actif, même si elle est KO et comme Zenitsu, elle est encore plus forte inconsciente. C'est donc en fait un avantage pour elle de perdre le combat. Le corps ultra instinct Saora prend Chouchou par les rênes et la projette au sol. Eh bien, c'était embarrassant, au moins Yuki est capable de la réconforter. Il lui dit même qu'il aurait aimé voir plus de cette action de MMA. Et notre gars a peut-être du potentiel après tout. Dommage qu'il soit trop inexpérimenté pour savoir que les filles ne t'embrassent pas au hasard, à moins qu'elles ne soient intéressées. Avant le prochain match, une armée de Shuki envahit le dortoir, dirigée par 2 Shuki humanoïdes. Mais ils n'ont rien à craindre pour l'instant, puisque, selon Gena, tout devrait aller bien à l'intérieur de la barrière. Eh bien, c'était un putain de mensonge. L'un des humains nommé Riren a juste trop bien joué son coup. Alors bien sûr, les matchs sont annulés et tout le monde passe à l'action.
Amari engage le combat avec un Shuki ressemblant à Shao Kahn, mais malheureusement pour elle, il est à l'épreuve des Américains. Juste avant qu'elle ne soit anéantie par la foudre, Yao Jio est intervenu pour la sauver, ou techniquement après qu'Amari ait été anéantie car elle a dû remonter le temps. Quoi qu'il en soit, Amari rejoint Yuki et Kyoka pour combiner leurs forces, et après une séquence Megazord assez impressionnante, Yuki devient une fusion de ces deux formes, le rendant encore plus fort et plus rapide que jamais. Pendant ce temps, Yagio revendique cette capacité de Tom plus que Dio, juste pour rester en vie. Même après s'être fait arracher le bras, elle peut toujours prendre cette pause et rembobiner Tom. D'accord. Maintenant, elle gagne un peu de respect, mais c'est tout ce qu'elle peut faire avant de s'évanouir. Heureusement, Tenka arrive enfin pour prendre le relais et les choses s'annoncent intéressantes puisqu'elle a déjà anéanti toute l'armée de Riren. Pendant que les autres affrontent les Shuki restants, Yuki spammant des Final Flashes pour les faucher, Tenka se prépare à affronter Riren. La capacité de Tenka est simple, elle lui permet de manipuler l'espace lui-même, y compris mais sans s'y limiter, la création de trous noirs. Cet homme aurait mieux fait de supplier pour sa miséricorde. Eh bien, cette bataille était une petite collation pour tout le monde, sauf Yagio. Victorieuse, l'escouade retourne au dortoir pour discuter de ce qui vient de se passer. Selon Nei, il y avait d'autres généraux Shuki dans la zone, mais ils n'ont jamais bougé. Donc, Riren s'est fait piéger. Même s'ils n'ont pas pu trouver les cachets, Nei est capable de dessiner un croquis de ce à quoi il ressemblait. Jenna s'extasie sur Yuki comme une fan de K-pop, et Hamari et Yagio se réconcilient plus ou moins. Yagio donne des vibes tsundere typiques, mais on ne sait pas si elle est juste gentille parce qu'on lui a cassé son ego ou si elle se soucie réellement d'Amari. Une fois que le 6e cadran prend congé, c'est l'heure de la récompense de Yuki. Kyoka ne supporte pas son cul lubrique, mais au moins il n'y a pas de casse-noisette cette fois. Merde. Pour un esclave, il est traité comme un roi sur lequel Tenka complote. Oui, le regarder dormir n'est pas bizarre du tout. Je jure que ces filles de la DDF ont d'étranges façons de montrer leur affection. Le lendemain, Yuki, Kyoka et Hamari visitent le dortoir de l'escouade 6 où ils sont accueillis par Tenka. Les grandes chefs ont des affaires à discuter, alors elles demandent à Hamari et Yuki de faire connaissance avec la 6e escouade en attendant, mais Yuki est juste là pour travailler. En même temps, Chouchou réalise qu'elle a une ou deux choses à apprendre sur la propreté. Yuki s'approche de la chambre de Yagio, nerveux de ce que cette folle dira ou fera quand elle les verra. Après avoir frappé plusieurs fois, il est clair qu'elle n'est pas dans sa chambre. Dieu merci. Elle mettrait juste les vêtements à l'intérieur et mon Dieu, il y a un sacré bordel dans cette pièce. Yuki n'a pas de répit avec ses cinglés et il est tombé de Charib dans Scylla. La fille est juste allongée et huilée sur le canapé. C'est comme s'ils essayèrent de le piéger, mais Yuki ne peut s'empêcher d'être un gentleman et d'essayer au moins de la couvrir d'une couverture. La façon dont cette géante du jiu-jitsu brésilien le projette dans toutes les positions précaires imaginables. Je vous dis que cet homme est trop effrayé pour être excité. Ce piège à mouche de Vénus a plus de prise qu'un boa constrictor. Heureusement, elle se réveille avant que quiconque ne le trouve là et ils arrivent à la salle de sport juste à temps pour aider Amari à se rapprocher un peu plus de sa sœur. Pendant ce temps, Kyoka et Tenka discutent de lancer une contre-attaque contre les Shuki humanoïdes au lieu de les attendre. En parlant des humanoïdes, Riren est en quelque sorte vivant. Apparemment, cette fille nommée Shikoku a réussi à le sortir d'un trou noir. Oui, d'accord, quoi qu'il en soit, nous avons appris qu'il y a 8 de ces Shuki au total et maintenant ils prévoient d'attendre le bon moment pour éliminer efficacement la DDF. De retour au dortoir, les commandantes concluent leur réunion mais Tenka surprend Kyoka lorsqu'elle demande à emprunter son esclave. Frère, pourquoi est-il passé de main en main comme si on était au 19e siècle? Tenka révèle que malgré sa grande force en tant que leader de son équipe, sa vie personnelle est devenue assez ennuyeuse. Elle a besoin d'un moyen de soulager son stress. Elle propose même de soutenir sa campagne pour le poste de commandante suprême si elle le lui cède, ce qui la pousse à refuser une telle tactique sournoise. Cependant, Kyoka dit à Yuki et Tenka qu'elle n'interférera pas avec leur friton. Yuki est pour une raison quelconque surpris qu'une autre fille veuille faire de lui son serviteur personnel avec une forte emphase sur personnel. Cette femme s'envole dans sa chambre comme s'il avait mis plus de 3 minutes à répondre à son message. Yuki n'était jamais en sécurité. Toute sa proposition est « je t'aime et je te veux ». Mais la seule différence avec Kyoka, c'est qu'elle le veut vraiment. Eh bien, du bon côté, c'est la première femme que nous voyons qui peut réellement communiquer ses sentiments sans l'agresser d'abord. Yuki est dévouée à son devoir de héros, mais mon Dieu, elle avance un argument convaincant. Deux arguments convaincants. Juste avant qu'elle ne puisse vraiment devenir persuasive, Chouchou fait irruption, ironique de voir comment la moitié d'entre elles veulent baiser, mais aussi l'empêche de se produire. Après avoir été grondées comme deux adolescents, Tenka prend congé. Le lendemain, la bande décide d'expérimenter les transformations de Yuki en mélangeant qui le chevauche. Ils obtiendront de nouvelles formes à essayer. La première est Nei. Quand elle attrape la chaîne, Yuki est beaucoup plus lent et faible, mais en échange, il a développé des sens aiguisés.
En canalisant son énergie, le gars peut tout voir, Eh bien, la transformation de Nei est utile, mais cela coûte cher à Kyoka de prêter son pouvoir aux autres. Une fois que Yuki redevient normal, Nei finit par être celle qui le récompense et en toute sécurité. Pas de limite franchie les gens, tout va bien. Mais maintenant que nous savons que celui qui le chevauche est celui qui paie le prix, Chouchou est un peu trop excité pour se porter volontaire. Malheureusement, quand elle le chevauche, ça le rend juste dur comme la pierre. Il est beaucoup plus fort, mais à moins qu'elle ne prévoie de le soulever et de le lancer comme un boulet de canon, cette forme ne sert à rien. C'est alors que Nei réalise qu'elle doit aller à l'école. Donc le gouvernement a vraiment enrôlé une enfant d'âge préscolaire. Yuki propose de la raccompagner à l'école pour en apprendre davantage sur elle. En parlant à Nei, il apprend que ses deux parents ont disparu dans la nature et que c'était très probablement un incident mental. Pendant ce temps, Tenka et Kyoka sont en pleine discussion, prenant un enjeu important alors qu'elles débattent du nouvel ordre du chef suprême. Ils ne sont plus autorisés à engager le combat avec les Shuki humanoïdes, mais doivent plutôt essayer de discuter. Sans surprise, Kyoka n'est pas vraiment d'accord avec la pacification. Néanmoins, ils doivent suivre les ordres jusqu'à nouvel ordre. Plus tard, les deux se présentent au dortoir et pour Yuki, c'est comme si ta maîtresse débarquait chez la fille que tu essaies de draguer. Maintenant que Kyoka est témoin de ce qu'une autre femme peut faire pour Yuki, la fille commence à se sentir tendue. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, l'alarme d'urgence retentit et Amari signale qu'une pléthore de portails s'ouvre. Comme une horloge, Tenka les téléporte là-bas et la bande se prépare à affronter. Dès que Yuki se transforme, Kyoka met tout sur la table. Elle dit, après réflexion, maintenant que je sais que d'autres salopes te veulent, je te veux pour moi toute seule devant Tenka. Et elle sourit, sachant pertinemment qu'elle l'aura un jour. Kyoka s'est donné à fond ce jour-là, et quand un nouveau Shuki conglomérat apparaît, c'est juste une chance pour elle de briller. Kyoka et Yuki sautent en l'air et retombent en s'écrasant avec leur super mouvement Mighty Blade Cross. De loin, les Shuki humanoïdes, Shikoku et Joyu observaient. Apparemment, ce monstre de Shuki était l'œuvre de cette méduse à bas prix. Plus tard, Tenka rentre chez elle après avoir vu Yuki vraiment prendre des ordres de Kyoka devant elle. Mais rien n'excite plus une fille que la compétition. Et avec Tenka, Chouchou et Kyoka dans la course à l'affection de Yuki, Yuki commence à devenir beaucoup plus fort. Maintenant, il en est au point où il a même débloqué le libre arbitre. Le gars était si heureux que son voyage pour devenir un héros commence, sa récompense devient de porter Kyoka comme la petite princesse qu'elle est. Plus tard, pendant que Tenka essaie de rendre tout le monde jaloux, Yuki mentionne qu'il a hérité son esprit combatif de sa sœur aînée. Ils lui ont demandé comment elle était, lui donnant une excuse pour se remémorer le bon vieux temps, comme la fois où elle a soulevé un homme adulte et l'a présenté au trottoir. Bon souvenir. Kyoka décide de donner à Yuki la soirée libre, et dès qu'il quitte la pièce, Nei détecte un danger du côté sud. C'est une petite fille qui met la pression sur des Shuki. Attendez, ils ne peuvent pas la laisser mourir, elle doit y aller. Je dirais qu'ils sont sortis juste à temps pour la sauver, mais je pense que la fille aurait pu couvrir quelques kilomètres de plus. Juste au moment où Amari essaie de l'aider, ce linebacker déguisé fonce droit au but pour tuer. Heureusement, Amari a pu bloquer avec son bouclier. Sa petite star de l'athlétisme s'est avérée être Coco, l'une des Shuki humanoïdes, ce qui tombe parfaitement car il cherchait justement à les inviter au barbecue. Mais Coco n'est pas d'accord car elle sait que ces salopes pâles ne saisonnent pas leur poulet. Yuki n'a même pas eu le temps d'attraper le savon avant que Kyoka ne fasse irruption. C'est presque comme si prendre du temps libre était un moyen indirect d'invoquer ses Shuki. Pendant qu'elle et Chouchou affrontent de Coco et le cafard le plus fort du monde, Kyoka et Yuki tombe directement sur Aoba. Aoba ne perd pas de temps à rappeler à ces deux-là qui est vraiment la plus méchante de la pièce. À la manière classique d'une grande sœur, elle ordonne à Yuki de se débarrasser de cette pensée, puis le kidnappe. Merde, maintenant ils sont menés 2-0 contre Aoba et ont perdu l'un de leurs joueurs vedettes. Les choses ne pourraient pas aller plus mal, c'est une urgence nationale. Pendant que l'escouade accepte le fait qu'ils ont été joués comme des cartes Uno, Yuki se réveille en étant à nouveau harcelé sexuellement. Le gars doit être un maître de la rétention respiratoire maintenant, sinon cette puanteur de Shukikuti lui aurait sûrement donné une pneumonie. La sœur aînée de Ro entre dans la pièce et met un terme à tout ce qui se passe dans cette pièce. Coco affirme qu'elle essayait juste de le guérir en léchant ses blessures, mais à moins qu'elle n'ait été un chat dans sa vie passée, elle savait que ses positions n'étaient pas nécessaires. Aoba demande aussi pourquoi son petit frère est complètement nu, seulement pour qu'il dise qu'il était comme ça dès qu'il s'est détransformé. Maintenant, on se demande probablement ce qu'elle faisait à son frère il y a 10 minutes, mais finalement, les frères et sœurs se retrouvent, et Aoba est juste heureuse de retrouver son frère. Dieu merci, sa sœur est normale car c'est une réunion vraiment touchante.
Les filles ex présentent Yuki à toutes leurs cachettes. Apparemment, il y a tout un village de Shuki comme elle, et elles étaient toutes humaines. Yuki dit « Eh bien, putain, pourquoi ne rentrez-vous pas chez vous ?» Sans expliquer pourquoi elles ne reviendront pas, elles s'énervent toutes devant l'audace de cet homme, suggérant qu'elles vivent simplement en paix, surtout Aoba. Si elle revoit cette bimbo nonchalante, ce sera elle qui lui mettra des chaînes. De retour au dortoir, Nei confirme qu'ils ne peuvent pas localiser, c'est-à-dire jusqu'à ce que le corps de Kyoka commence à bouger tout seul. Ça se dirige vers Yuki, ils peuvent lancer une application « Trouve mon esclave ambulante ». Maintenant qu'ils ont un moyen de le trouver, les deux escouades partent de récupérer leur donneur d'organes de fin de soirée. De retour dans l'arbre, Aoba révèle que même si elles n'ont pas mangé de pêche de Mato, ce sont les pêches qui ont causé leur changement d'apparence. Quelque part, à Mato, il y a un centre de recherche appelé le Terrier d'Amu. Nao et Coco se sont retrouvées piégées là-bas après avoir été prises dans un incident de Mato. Vous voyez, aucune d'entre elles n'avait mangé de pêche avant d'arriver à Mato, mais en essayant d'en manger une, leurs corps se sont transformés en Shuki. Et elles n'ont toujours aucune idée de comment elles se sont transformées, ni s'il existe un remède, mais malgré cela, elles ont été forcées d'être des rats de laboratoire contre leur volonté. Leur soif de vengeance ne peut être étanchée que par la liqueur cramoisie de leurs ennemis tombés, et pour elles, la force de défense démoniaque est tout aussi coupable de ce qui leur est arrivé. Elles rassemblent leurs Pokémonas pour impressionner Yuki, et juste à temps, le reste des filles arrive devant la grotte. Aoba dit vraiment, c'est l'heure de l'échauffement, ce qui est un coup fou contre toute la DDF, et Yagio ne leur rend pas service en gaspillant sa capacité sur la chair à canon. Coco décide de sortir de la grotte et est bloqué par James. C'est l'heure du duo dynamique tout ou rien contre Coco et son lapin enragé. Le reste de l'escouade se précipite dans la grotte pour trouver Yuki. Il ne faut pas longtemps avant qu'ils ne rencontrent une autre équipe de Shuki. Cette fois, les sœurs Tsundere ont décidé de rester en arrière et les regardent d'en haut avec sa capacité de phase. Finalement, Tenka et Kyoka arrivent juste à temps alors qu'Aoba disait à Yuki d'aller se cacher. Aoba met sa main devant Yuki, le revendiquant pour elle-même et voulant que l'autre bête reste à l'écart, mais quand elle se retourne, il est déjà parti. Yo, Tenka pourrait vraiment juste arracher cet homme quand elle en a envie, puis elle bloque à nouveau avec un autre portail juste parce qu'elle se sentait effrontée. Maintenant, Kyoka est capable de lui donner sa récompense. Bien sûr, Tenka la diva est jalouse et oh mon dieu, si seulement leur vie n'était pas en danger imminent, car dès qu'ils ont fini, Aoba arrive pour protéger la série de provocations de son frère. Yuki intervient pour l'empêcher d'attaquer et elle est en fait prête à écouter la raison. Et pendant que Yuki se faisait sucer, tout le monde se battait pour sa putain de vie. Il est très clair que Coco n'est pas intéressé par la paix, alors les deux filles ripostent. Joyu et Nao jouent au simulateur de spectateur. Comme Nao ne peut pas comprendre les capacités de Yagio, elle décide de tout arrêter. Yuki vient de tout expliquer aux commandantes, et surprise, elle n'en savait rien. Kyoka promet de détruire le bureau quand elle deviendra présidente, mais Aoba a déjà entendu cette promesse. Elle est déterminée à tout faire exploser, peu importe qui a fait quoi. Kyoka argumente que des innocents seront blessés si elle le fait, et Aoba répond juste « Oui, je sais ». Puisqu'elle et ses amis sont des victimes, elles sont arrivées à la conclusion stupéfiante de faire plus de victimes. Donc, puisqu'il n'y a pas de place pour le compromis, Aoba invoque son scarabée abdominal musclé tout en écartant Yuki. Tenka trouve ça si mignon qu'elle se soucie de son frère, surtout qu'elle essaie pratiquement sa belle-sœur. Elle espère vraiment qu'ils pourront s'entendre une fois que tout cela sera terminé. Aoba ressent la même chose, elle espère vraiment s'entendre avec sa tête sur une pique. À l'extérieur, Sahara réussit enfin à frapper Coco seulement pour découvrir que sa peau est plus visqueuse qu'un escroc égyptien. Chouchou essaie d'écraser l'ours polaire lapin seulement pour découvrir qu'il est plus coriace que David Goggins. Coco se pavane devant elle, révélant que ni elle ni Kuma ne peuvent subir de dégâts grâce à leur capacité, et ensemble elles sont dures comme la pierre et huilées. Étant donné que Chouchou et Sahara sont basés sur le combat au corps à corps, ce couple de pouvoirs bizarres pourrait être leur défi le plus difficile à ce jour. Dans la grotte, Yojiro fige le temps juste pour tirer avec son arme à bout portant. Cela a achevé l'insecte, mais maintenant Amari est celle qui reçoit des coups dans le dos. Et de l'autre côté de Mato, les Akatsuki de Walmart décident qu'il est temps de passer à l'action. De l'autre côté de Mato, notre douce ange Nei prie pour leur doux retour, ce qui est immédiatement suivi par ce qui pourrait bien être une explosion d'énergie de nichon. Kyoka se débrouille plutôt bien toute seule, bien qu'en son cœur, elle préférerait enfoncer sa lame 1000 fois dans les joues de ce scarabée bousier. Son esprit est clair et à l'extérieur, elle découpe gracieusement Uniorm comme une poitrine de bœuf. Aoba commence à manger sous le stress et les pêches de Mato continuent d'augmenter sa poitrine, je veux dire son niveau de puissance. Tenka déduit les capacités d'Aoba. Pistolet Gala, super cheveux est déraillé et il devient encore plus difficile pour Tenka d'éviter ses attaques, car Aoba peut entendre sa distorsion et y réagir immédiatement. Après s'être presque fait voler, Tenka décide d'arrêter les conneries et prie juste pour que Kyoka puisse finir son combat plus tôt. Pendant ce temps, cette fille Coco ne se contente pas de malmener Chouchou et Sahara, mais elle met aussi les entreprises de soins de la peau en faillite. Elle prétend que Yuki est des nôtres maintenant, alors dégagez, Fissa, et Chouchou demande « Des vôtres, qu'est-ce que ça veut dire ?» Et Coco répond « Oui, notre capitaine l'apprécie énormément, vous savez. » Alors Chouchou dit « Il a intérêt à être encore vierge quand je le récupérerai » et ordonne à Sahara de passer en formation S, où Chouchou fait ce qu'Ant-Man aurait dû faire depuis bien longtemps. Sahara projette Chouchou directement
directement dans la gorge du panda cocaïné, lui provoquant la pire indigestion que le monde ait jamais connue, c'est certain. L'instant d'après, Coco réalise que Sahara a arraché une de ses dents et lui fait une césarienne gratuite avec, les mettant toutes les deux hors de combat, ni plus ni moins. Un peu une réaction excessive quand même, elles n'ont besoin que d'un peu de Pepto-Bismol, c'est tout. Pendant ce temps, Yatuho porte sa sœur, rembobinant et figeant le temps encore et encore, sans cesse pour sauver sa pauvre âme inconsciente. Pendant que Yajao frôle l'anémie, Kamari continue de mitrailler avec son Gatling ne touchant que des rochers. Malheureusement, en dernier recours, Yajao propose de rester dos à dos. De cette façon, elles ne pourront pas être prises en embuscade, c'est une certitude. Mais Amari a une meilleure idée, bien meilleure, elle appelle ça tir automatique dans le bâtiment, une technique redoutable. Je ne sais pas quel genre de projectile elle tire, mais il provoque littéralement un effondrement, donnant à Yajao juste assez de temps pour localiser Naon. C'est incroyable. Yajao rembobine le temps encore une fois, la désigne du doigt et Naon se fait projeter contre le mur sans même réaliser ce qui vient de se passer. C'est fou. Nous retrouvons Aoba et Tenka dans la même danse, le même combat, jusqu'à ce qu'elle la piège et la pousse à tuer son propre camp. Une fois Aoba prise au dépourvu, Kyoka se fait un plaisir de la lacérer sans pitié. Prise de panique, Aoba pense que rebondir comme une balle de ping-pong serait mieux que de riposter et maintenant Tinka la tient exactement où elle le souhaite et la capture avec un trou noir, c'est las. Mais en réalisant qu'elle tuerait sa belle-sœur, elle recule, donnant à Aoba la chance de laisser sa frustration menstruelle s'exprimer pleinement. Et Tinka, putain, elle meurt. Oh, attendez, non, elle est encore un peu en vie en fait, elle ne respire juste plus, c'est tout. Selon Aoba, elle l'a seulement égratignée. Si c'était ça, alors qu'est-ce que c'est, putain, un coup direct. Mais bon, en plus de ses organes perforés, elle a aussi gagné des points bonus auprès d'Aoba, c'est déjà ça. Encore quelques rayons et elle obtiendra sa bénédiction pour Mariyuki, c'est certain. Au moins, les actions de Tinka exigent un cessez-le-feu, ne serait-ce que pour un instant, un court moment. C'est alors que tout le monde, de tous les fronts du champ de bataille, fait son apparition. Oui, absolument, tout le monde, même la harpie et la gorgone qui n'avaient rien à voir avec le combat, elles sont juste là pour se reposer, c'est tout. Et il est révélé que contrairement à Aoba et ses subordonnés, elles sont de vrais Suki, ou mieux encore, elles font partie des 8 dieux du tonnerre des Suki, c'est impressionnant. Donc tous les Shuki sont sous leur contrôle, même la licorne, c'est incroyable. La licorne, gonflée à la créatine, surgit et s'abat sur Aoba, mais avant qu'elle ne puisse l'achever, Kyuka et Yuki interviennent, avec le plus impressionnant des sauvetages jusqu'à présent, et Yuki a enfin quelqu'un sur qui il veut vraiment mettre la main, c'est clair. Et Kyoka a enfin l'occasion de finir ce qui a commencé il y a bien longtemps, car pour une raison quelconque, la licorne a juste décidé de la laisser en vie, comme le dernier des Uchiha, c'est étrange. Pendant qu'ils se battent, Joyu décide qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, et s'en va, tout simplement. Mais Medusa veut voir comment ce combat se termine, et après toutes les frustrations, les tortures et les simulacres de noyade que Yuki a subis, Yuki n'en a rien à foutre du nombre de fois où cette abomination évolue, absolument rien, il canalise son énergie à chaque coup pour réduire ses os en chair à pâté, et même après qu'il prenne une nouvelle forme, comme un sel semi-parfait, Yuki continue de ne pas se laisser faire, pas du tout. Peu importe la force que cette abomination acquiert pour Yuki, il va quand même le dominer en le saisissant par le front, le clouant au sol pour que Kyoka puisse s'en prendre à sa sale gueule, c'est certain. Cela doit être cathartique pour elle, sans aucun doute. Leur aura est si puissante qu'elle le fait régresser, et Kyoka peut enfin passer cette tomate gonflée au mixeur, mettant fin à sa terreur une bonne fois pour toutes, définitivement. Maintenant que la bataille est terminée, c'est avec regret et une certaine infortune qu'Aoba doit prendre son propre chemin. Elle a un village à protéger, et Tenka convient qu'il serait plus sûr que le commandant suprême ne soit pas au courant de son existence. C'est une évidence. Apparemment, elle ne retire jamais ses Air Force noirs et est du genre à trancher des gorges d'abord et à poser des questions, jamais, absolument jamais. Mais ce n'est pas sans un dernier câlin d'adieu que les quatre se séparent, un moment émouvant. Plus tard, les trois retournent au dortoir où une Nei inquiète les accueille. Elle dit que Amari et les autres seront complètement guéris dans environ 2 à 3 jours, c'est une bonne nouvelle. Puisque la situation est maintenant sous contrôle, Tinka en profite pour se reposer, mais non sans rappeler à Yuki qu'elle ferait mieux d'obtenir quelque chose en retour pour avoir pris une bombe nucléaire en pleine face, c'est clair. Plus tard, Kyoka est enfin prête à donner à Yuki sa récompense, celle qu'il attendait. Et après une bataille aussi épuisante et éprouvante physiquement, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre qu'un peu de lutte avant d'aller dormir, hein? Non, sérieusement, ils se sont littéralement battus jusqu'à s'endormir, c'est tout. Sortez ça de votre esprit, s'il vous plaît. On n'essaie pas de se faire censurer pour l'âge, non, allons, un peu de sérieux. Pendant ce temps, Coco et Naon sont littéralement jetés dans le caniveau, c'est terrible, apparemment un nouveau dieu a besoin de chair succulente avant de naître, ce qui a pour conséquence qu'elles sont mangées hors champ malheureusement. Oh, quel mystère! Quelques jours plus tard, l'escouade est de nouveau en forme pour vivre le Thanksgiving familial de Yuki et Nei, un moment important, Kyoka lève un toast et ils demandent tous à Yuki de faire un discours comme il se doit. Eh bien, que peut-il dire d'autre que merci de ne pas m'avoir complètement objectifié? Après tout, il en pleure presque en pensant à quel point sa vie aurait été ennuyeuse et banale s'il n'était pas tombé sur Mato ce jour fatidique, ce jour-là. Avant, il pensait vouloir être un héros, mais maintenant sa raison de se battre est bien plus grande que lui, c'est une évidence. Il veut protéger tout le monde dans le dortoir et trouver un remède pour sa sœur aînée, c'est son but. Le lendemain, Yuki se réveille en se demandant pourquoi il a tant de mal à respirer, c'est étrange. Oh, eh bien, ça se résout. Tinka veut toujours sa récompense, bien sûr, et si elle peut encaisser ce rayon en pleine face, imaginez ce qu'elle peut encaisser d'autre, c'est impressionnant. Eh bien, nous devrons continuer d'imaginer, car Kyoka fait irruption pour le réveiller, sans attendre. Mon Dieu, si Tenka réussit quelque chose, c'est bien de tenir Kyoka en haleine, c'est certain. Pendant ce temps,
temps, Chouchou reste sur son timing démoniaque jusqu'à ce qu'elle puisse le récupérer quand elle battra les autres filles dans le sondage de popularité. C'est son plan. Juste à ce moment-là, Ney détecte un nouveau portail à proximité et l'escouade se précipite pour sécuriser la zone avant que des humains ne soient blessés, c'est urgent. Pendant que le 7e escadron s'adonne à sa routine habituelle du mardi, Alba se trouve à proximité, toujours déterminée à retrouver Nao et Ankoko, coûte que coûte. Et voilà, c'est tout. J'espère que vous avez apprécié ce voyage et tous les autres entre-temps, car moi je l'ai vraiment fait, c'est sûr. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous, s'il vous plaît, c'est important, chaque personne qui le fait nous aide énormément, vraiment. Alors sans plus attendre, merci d'avoir regardé, merci beaucoup.